Bonjour à tous, vous avez sans doute entendu parler de cette femme qui s'est fait arnaquer de plus de 800 000 euros, séduite par des photos grotesques et une vidéo générée par IA, par exemple, prétendument envoyée par Brad Pitt. According to Mr. Brad Pitt, he is in an exclusive and loving relationship with one special individual who holds an exceptional place in their heart, who goes by the name of an individual. Une histoire qui semble sortie d'un mauvais feuilleton, n'est-ce pas? Comme toujours, les réseaux sociaux se sont empressés de faire d'elle une cible. Elle est devenue la risée d'Internet parce que, soyons honnêtes, rien ne flatte davantage l'ego collectif que de se moquer du ridicule des autres. C'est une façon bien commode pour beaucoup de se sentir un peu plus intelligent ou supérieur. Mais aujourd'hui, nous ne tomberons pas dans ce piège facile. Au lieu de juger, nous allons analyser en profondeur les mécanismes psychologiques qui ont conduit cette femme à croire à l'incroyable. Pourquoi? Parce que comprendre ces dynamiques, c'est mieux comprendre la psychologie humaine et féminine. Et plus vous comprendrez la nature humaine, plus vous serez capable d'exceller dans vos relations sociales. À travers cet exemple, à la fois comique et tragique, je vais vous offrir une grille de lecture des comportements humains. Si vous êtes suffisamment attentif et perspicace, cette analyse va largement enrichir votre propre approche des relations sociales et bien sûr dans le domaine de la séduction. Mais avant d'aller plus loin, une mise au point s'impose. Manipuler les autres, comme nous allons le décrypter ici, n'est pas une fin en soi. Ce que je vous apprends dans mes vidéos et mes accompagnements, c'est à utiliser ces connaissances de la manipulation humaine avec discernement. Comme je dis toujours, tout dépend de ce que vous faites des outils que je vous offre. Je vous invite à toujours viser des interactions saines, sincères et non toxiques. Mais toutes les relations humaines étant basées, au moins au début, sur des processus de manipulation, ne pas savoir manipuler, c'est comme être sans armes sur un champ de bataille. Dans cette vidéo, nous allons aborder 5 parties pour expliquer cette dynamique relationnelle qu'a subie Anne. L'ego fragile et le narcissisme féminin, la dissonance cognitive et le refus de la réalité, le complexe du prince charmant, les techniques psychologiques employées par le brouteur, et on verra aussi pourquoi les femmes âgées sont ciblées, et enfin, quelles leçons nous pouvons tirer de toute cette histoire, chacun à notre niveau, pour notre vie personnelle. Restez donc bien jusqu'à la fin, c'est la seule façon de bien cerner tout cela. Tout ceci étant clarifié, entrons dans le vif du sujet. 1. L'ego fragile et le narcissisme féminin. L'ego humain, c'est une construction fascinante, à la fois bouclier et prison. Dans cette affaire, il joue un rôle clé. L'ego fragile, il agit comme un filtre. Il déforme la réalité pour éviter toute douleur psychologique, nous enfermant dans une perception où nous sommes toujours assez bien quoi qu'il arrive. Pour ne pas blâmer uniquement les femmes, puisque ce mécanisme est universel en réalité, je vais vous raconter une histoire personnelle. J'avais créé il y a quelque temps sur une application chinoise, analogue à Instagram chez nous, une influenceuse IA, extrêmement belle. Non pas pour tromper les gens, mais pour obtenir des collaborations avec des marques grâce à mes créations IA. Et c'était tout simplement incroyable le nombre indécent d'hommes sans qualité et sans plus-value particulière. Je veux dire, c'était des hommes pas vraiment beaux, sans ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, telles que l'intelligence ou la créativité, écrivaient à cette fausse influenceuse. Je vous la mets à l'écran, c'est d'ailleurs celle que j'utilise dans beaucoup de mes miniatures. Mais bon, ma curiosité intellectuelle est ce qu'elle est, et les 2 premiers jours, j'ai conversé avec ces hommes, histoire d'analyser leur comportement, par curiosité psychosociologique. Et bien, c'est à peine croyable à quel point ces hommes, qui n'ont aucune valeur ajoutée particulière sur le marché des relations hommes-femmes, pensaient sincèrement avoir une chance avec cette femme dont la beauté est intrinsèquement irréelle. Cette femme est d'une beauté qui n'est pas réelle. Et pourtant, ils étaient sûrs que ça allait de soi que cette femme puisse converser avec eux avec grand plaisir et disponibilité. Et j'ai beaucoup réfléchi à cela par la suite pour comprendre comment est-ce possible que ces gens qui n'ont rien pour eux puissent y croire. Et en fait, c'est exactement le même mécanisme qui a agi sur cette femme que je vais vous décrire maintenant. Déjà, l'ego, c'est un mécanisme de survie. L'ego, il est profondément lié à notre instinct de survie psychologique. Il cherche à protéger notre perception de nous-mêmes en refusant d'accepter des vérités inconfortables. Dans cette affaire, accepter qu'une star comme Brad Pitt ne pourrait jamais s'intéresser à elle aurait impliqué pour cette femme de reconnaître certaines limites personnelles. Cette confrontation avec la réalité aurait été perçue comme une attaque contre sa propre valeur. L'ego est alors intervenu pour remodeler la situation et la rendre supportable, voire flatteuse. Pour se protéger de la dure réalité telle qu'elle est, cette femme n'a pas accepté de voir en face sa valeur telle qu'elle est. Une femme de 53 ans, ridée, qui ne peut désormais intéresser que des hommes se trouvant économiquement maximum dans la norme, senior et physiquement largement ordinaire. Elle se trouve dans cette ligue, désormais, si je puis le dire ainsi. Vous pensez que mes propos sont de l'affabulation? Eh bien, regardez donc quels hommes elle tente de séduire en ligne. C'est à peine croyable. Bonjour Alexander, je me présente Anne, j'ai 53 ans, divorcée et une grande fille de bientôt 23 ans. Je vis à l'île de la Réunion depuis peu et j'étais à l'île Maurice depuis 7 ans. J'ai beaucoup souffert et je recherche un homme sérieux, attentionné, aimant.
Nous pouvons discuter pour mieux nous connaître si tu le souhaites. Belle année 2025. Vous imaginez? Elle pense vraiment avoir le niveau pour attirer l'attention de ce type d'hommes, qui sont bien évidemment fake. Alors qu'objectivement, un homme riche de Suisse bien conservé, objectivement beau, s'il fait un choix pragmatique et stratégique de partenaire optimal, il va se tourner vers une très belle femme de maximum 30 ans et probablement pas de France. Mais cette réalité est dure à accepter, alors l'ego vient protéger la fragilité psychologique des individus pour qu'ils ne fassent pas face au monde réel impitoyable. Et donc parlons de ce narcissisme comme refuge. Chez cette femme, l'ego a trouvé refuge dans une vision exagérée d'elle-même, un narcissisme socialement conditionné. Elle a probablement grandi dans un environnement qui valorisait sa beauté, plus jeune. Et cette valorisation a façonné son identité. Avec l'âge, alors que ce capital beauté diminue, l'ego cherche à combler ce vide en s'accrochant à des illusions grandioses, comme celle d'être choisi par une star mondiale, si on pousse le bouchon vraiment loin. Globalement, si on prend un peu de hauteur, une partie bien plus significative de femmes que d'hommes ont une tendance narcissique à centrer le monde autour d'elles-mêmes. Et elles ne sont pas vraiment responsables de ce biais. Ne pensez pas que je tiens un discours anti-femme. La vie sans elle serait fort morose. Ce n'est pas du tout le sens de mon propos. Mais objectivement, historiquement, ce qui fait fondamentalement la valeur d'une femme, si elle ne fait pas partie d'une élite économique ou intellectuelle, c'est sa beauté. Dans ce cadre, les femmes se sentent excessivement en concurrence les unes par rapport aux autres et développent un narcissisme qui les pousse à beaucoup plus que les hommes chercher de l'attention et de la validation. C'est bien pour cela qu'il me semble que 70% des utilisateurs d'Instagram sont en fait des utilisatrices et qu'elles sont beaucoup plus actives dessus que les hommes. Montrer son corps, sa beauté, recevoir grâce à cela de la dopamine facile par les likes et les commentaires, c'est se rassurer inconsciemment de sa valeur en tant que femme sur le marché. Le problème, c'est que le capital beauté féminin dépérit avec le temps, ce qui est bien normal. Mais lorsque pendant de longues années une femme a reçu énormément d'attention et jouit de beaucoup de privilèges grâce à ce capital beauté, il arrive qu'une fois que ces avantages diminuent, au fur et à mesure que les rides apparaissent, elle s'enferme dans une illusion de pouvoir toujours jouir de sa valeur beauté, ou de refuser ce changement de paradigme. Encore une fois, je ne dis pas que ce processus agit sur toutes les femmes, loin de là. L'humain est un être complexe et plein de nuances, mais cette tendance existe chez beaucoup d'entre elles. Et donc tout ce qui s'est passé autour de cette histoire pour Anne, on peut le lier à ce qu'on appelle la blessure narcissique de l'ordinaire. Freud y parlait de la blessure narcissique, ce moment où nous réalisons que nous ne sommes ni exceptionnels ni immortels. Pour certains, cette prise de conscience, elle est insupportable. Croire qu'elle était spéciale au point d'attirer Brad Pitt n'était pas une simple erreur. C'était un rempart contre cette blessure. Chaque message du brouteur, chaque mot flatteur renforçait cette illusion, la rendant plus addictive que la vérité. Et, à contrario, plus le temps avançait, plus accepter que ces mots flatteurs, ces paroles douces et aimantes n'étaient que du vent, plus l'accepter était difficile. Plus le temps passait, plus elle investissait émotionnellement, financièrement et psychologiquement dans cette illusion. Et avec cet investissement croissant, la dissonance cognitive s'intensifiait. Si elle acceptait que tout cela n'était qu'une mascarade, elle devrait reconnaître non seulement l'arnaque, mais aussi la fausse image d'elle-même qu'elle avait entretenue. C'est ici que réside le piège psychologique. Plus on nourrit une illusion, plus il devient difficile de s'en détacher. Rejeter l'arnaque aurait signifié accepter qu'elle n'était pas aussi unique ou spéciale qu'elle voulait le croire, reconnaître qu'elle avait été manipulée et donc vulnérable, faire face à la douleur écrasante d'avoir perdu du temps, de l'argent, une partie de son estime de soi. Freud parlait de la blessure narcissique comme une étape essentielle, mais douloureuse, de la maturation psychologique. Ce moment où nous réalisons que nous ne sommes ni exceptionnels, ni excessivement uniques. Tout cela remet profondément en question les illusions de toute puissance et d'unicité que l'ego construit pour se protéger. Pour certaines personnes, cette prise de conscience représente une menace existentielle. Elles refusent de reconnaître que leur vie, leur choix ou même leur existence ne sont pas le centre de l'univers. Dans le cas de cette femme, croire qu'elle était suffisamment spéciale pour attirer Brad Pitt n'était pas une simple erreur de jugement, mais une tentative désespérée de fuir cette blessure narcissique. Et l'illusion renforce son propre piège. Et d'ailleurs, cette femme a une telle tendance, peut-être maladive, à protéger son ego, que dans sa vidéo réaction au reportage de TF1, voici ce qu'elle dit. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Je ne suis pas folle ou niaise, comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Et on peut le comprendre au vu de sa détresse psychologique légitime, d'accepter le fait qu'objectivement, elle a fait preuve de naïveté, d'idiotie et de niaiserie. Pour s'auto-protéger, elle se persuade que tout le monde serait tombé dans le piège, ce qui n'est évidemment pas le cas. Vous voyez comment un ego fragile peut
peut nous illusionner et à quel point c'est dangereux, à quel point ça peut nous rendre vulnérables. Pensez bien à cela dans votre vie. Elle a sans doute développé une espèce d'addiction à l'illusion. Ses paroles flatteuses, bien qu'elles n'étaient que du vent, prenaient la forme d'un opium émotionnel. Le cerveau humain, vous savez, il est câblé pour rechercher les récompenses immédiates. Et chaque message du brouteur activait son système de récompense, un pic de dopamine, une satisfaction éphémère mais addictive. Renoncer à ces mots doux aurait signifié affronter un vide émotionnel, un manque encore plus grand que celui qu'elle ressentait avant cette relation fictive. L'illusion devenait non seulement un refuge, mais une dépendance. Tout cela a engendré l'impossible retour à la réalité. Plus elle avançait dans cette relation imaginaire, plus elle était enfermée dans un cercle vicieux. Le poids de la honte. Reconnaître l'arnaque aurait activé une honte dévastatrice, non seulement face à elle-même, mais aussi vis-à-vis de son entourage. Le besoin de cohérence. Nous avons tous tendance à justifier nos actions pour préserver une certaine logique interne. Pour elle, continuer à croire était une manière de donner un sens à ses choix passés, même s'ils étaient basés sur un mensonge. La douleur du renoncement. Rejeter cette illusion aurait été comme faire le deuil d'un rêve. Un rêve qu'elle avait rendu si réel dans son esprit, qu'il avait remplacé sa réalité. À tel point, il paraît que lorsque sa fille se moquait d'elle en disant que ce n'était pas un vrai Brad Pitt, que c'était une arnaque, que c'était faux, semblait-il, elle lui aurait répondu en rigolant « On verra bien qui va se marrer quand Brad Pitt sera à l'aéroport ». Et donc ainsi, plus le temps avançait, plus la vérité semblait inaccessible. Chaque jour qui passait renforçait l'emprise de l'illusion, car la douleur de l'affronter grandissait avec le poids des pertes accumulées. Finalement, cette histoire elle montre que l'ego, en cherchant à protéger l'esprit de la douleur, finit par le plonger dans une prison d'auto-illusion, où la vérité devient l'ennemi ultime. Le problème c'est que la vérité finit toujours par apparaître. Quand des contradictions se contredisent trop, au bout d'un moment ça explose, et dans l'explosion apparaît la vérité. Et plus on a repoussé le moment de cette vérité, plus elle devient lourde et douloureuse à accepter. Parlons désormais de la dissonance cognitive et du refus de la réalité. On en a déjà un peu parlé, mais on va approfondir avant de passer à des parties bien différentes. Parlons de la dissonance cognitive comme d'une bataille entre la réalité et le fantasme. Quand cette femme reçoit des demandes absurdes, comme celle de Brad Pitt, réclamant de l'argent pour une prétendue urgence, une confrontation psychologique s'installe. Deux réalités s'opposent dans son esprit. La réalité externe, l'idée qu'un homme mondialement célèbre, riche et inaccessible pourrait avoir besoin de son aide financière est absurde. La réalité interne, elle est convaincue d'être spéciale, unique et choisie par cette icône mondiale. Reconnaître l'absurdité de la situation reviendrait à admettre qu'elle a été manipulée, accepter qu'elle n'est peut-être pas aussi unique qu'elle veut le croire, faire face à une blessure narcissique profonde et douloureuse. Son esprit choisit alors de protéger l'illusion, car l'idée de s'être trompé est bien plus insupportable que de continuer à croire au mensonge. C'est ici que la dissonance cognitive agit. Elle préfère ignorer les incohérences pour préserver son estime de soi. Et donc tout ça engendre des biais de confirmation, des preuves imaginaires dans chaque mot. Une fois qu'elle s'investit émotionnellement dans l'idée d'être l'élu de Brad Pitt, elle devient victime du biais de confirmation. Ce phénomène psychologique pousse une personne à rechercher et interpréter uniquement les informations qui renforcent ses croyances, tout en ignorant celles qui les contredisent. Et je crois qu'on a tous vécu un jour ça dans notre vie, notamment dans le cadre de relations un peu infructueuses. Et donc chaque message flatteur devient une preuve. Lorsqu'elle reçoit des messages où Brad Pitt lui dit qu'elle est belle, spéciale ou irremplaçable, elle les perçoit comme des validations de son rêve. Elle ne remet pas en question leur authenticité parce qu'ils confortent son besoin de reconnaissance. Et même si elle doute, puisqu'elle dit qu'elle a souvent douté et je ne doute pas qu'elle ait douté, les incohérences sont minimisées ou rationalisées. Par exemple, si le brouteur lui demande de l'argent, elle pourrait se dire « même les stars ont des moments difficiles ». Ou s'il me le demande, c'est qu'il a confiance en moi. Et tout ça engendre un cercle vicieux de validation. Plus elle investit, émotionnellement ou financièrement, plus elle a besoin de justifier ses actions. Et chaque sacrifice devient une raison supplémentaire de croire à l'authenticité de l'histoire. Car l'admettre serait reconnaître que ses choix étaient vains. Et donc pourquoi certaines personnes comme ça préfèrent ignorer la réalité ? Eh bien parce qu'elle est plus confortable. Ignorer la réalité ne se fait pas consciemment, c'est un mécanisme de défense profondément ancré dans notre psyché. Voici pourquoi dans ce contexte, la vérité est trop difficile à accepter. Parlons donc des mécanismes neurologiques derrière cette dynamique que nous venons de décrire. Donc le cerveau il joue également un rôle clé dans cette situation. Et voici comment la biologie renforce l'illusion. Par le système de récompense, on en a déjà parlé. Chaque message flatteur ou mot d'amour déclenche une libération de dopamine, créant une sensation de plaisir et de satisfaction. Cette réaction chimique renforce l'attachement à l'illusion car elle associe ces interactions à une forme de bonheur, l'évitement de la douleur et l'habituation émotionnelle. Plus elle reçoit des messages flatteurs, plus son cerveau s'habitue à ce niveau d'attention et de validation. Abandonner cette relation imaginaire reviendrait à provoquer un manque émotionnel similaire à une addiction. Et donc tout ça l'enferme dans une prison psychologique auto-renforcée. Ce qui rend cette situation tragique, c'est que chaque étape renforce l'illusion. Chaque message, chaque transfert d'argent, chaque jour qui passe alourdit le poids de la vérité non admise. Plus elle avance, puis il devient difficile de faire demi-tour, car le coût de la vérité augmente.
Chaque nouvelle preuve d'arnaque rend le choc final encore plus douloureux. La dépendance émotionnelle se renforce. Elle devient attachée non pas à l'homme imaginaire, mais à la version d'elle-même qu'il reflète, spéciale, aimée, valorisée. La réalité semble trop cruelle. Abandonner cette illusion reviendrait à affronter un vide émotionnel, un sentiment de perte insurmontable. Donc avant de continuer et de passer aux autres parties qui sont bien différentes des deux premières, puisque je sais que les deux premières étaient assez proches en termes de contenu, mais il y a quand même des nuances que je voulais mettre en exergue. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de m'appeler dans le lien en description pour que je vous accompagne à gérer une situation relationnelle compliquée, que ce soit dans le cadre d'un flirt, d'une relation amoureuse, au travail, avec des amis, etc., comme vous le savez. Et pour les femmes qui regarderaient cette vidéo, alors certes j'apprends aux hommes à vous manipuler, mais dans ce cadre, je peux vous aider à cerner les hommes qui vous manipulent. Et dans ce cadre, et c'est sans doute le plus important, à reconnaître celui qui vous manipule par narcissisme par rapport à celui qui vous manipule pour atteindre un objectif sincère, c'est-à-dire de vous séduire pour construire quelque chose avec vous. Bref, si vous avez la moindre problématique de cet ordre, appelez-moi gratuitement grâce au lien en description et en commentaire épinglé. Parlons donc maintenant du complexe du prince charmant, sous le prisme de l'ego et le fantasme de l'élu. Cette femme ne voyait pas seulement Brad Pitt comme un homme séduisant. Il était l'incarnation de ses rêves les plus profonds. Être aimé, choisi, validé par quelqu'un qui réunirait tout. Il aurait la même capacité que le père à être fort et que la mère à être dans la compréhension immédiate. Il réunirait les deux parents en un tout en un bien pratique. Et c'est quelque chose de profondément ancré dans la psychologie de certaines femmes. Ce fantasme est alimenté encore une fois par l'ego, car il flatte l'idée que nous méritons une relation parfaite, même si la réalité prouve le contraire. Ce biais, il est alimenté par la figure fictive de l'homme qui sauve et complète. Le prince charmant, qu'il soit présenté comme un homme d'affaires charismatique à la Pretty Woman, ou un ouvrier dévoué, incarne une figure intemporelle, celle du sauveur. Il est perçu comme celui qui libérera la femme d'un destin jugé insupportable, combinant solitude émotionnelle et insécurité matérielle. Ce n'est pas pour rien que cette femme, Anne, commente tous les postes d'hommes qui semblent avoir une grande richesse économique. Ce mythe, loin d'être enterré, il reste omniprésent, revisité dans les films et séries modernes comme Le Traitement Royal ou A Christmas Prince. Malgré les évolutions sociales, l'idée persiste que ce sauveur viendra métamorphoser une vie banale en un conte de fées. Et donc ces schémas culturels, ils sont profondément enracinés. La croyance en un sauveur masculin découle d'une tension entre des idéaux modernes de liberté individuelle et des modèles archaïques profondément ancrés dans l'imaginaire collectif. Dès l'enfance, la figure du prince est inculquée à travers des récits où l'héroïne, bien que forte ou courageuse, ne trouve son salut qu'à travers l'intervention d'un homme idéal. Dans un contexte contemporain, les sites de rencontres amplifient cette dynamique. Le prince charmant, autrefois tangible, est devenu virtuel. Un profil séduisant, une promesse idéale, une projection numérique. Pourtant, la désillusion est presque toujours au rendez-vous lorsque cette image parfaite s'effondre au contact de la réalité. C'est une figure pour combler le vide émotionnel. Le prince charmant ne se contente pas de séduire, il répond à des besoins émotionnels profonds. Selon le psychanalyste Didier Dumas, il incarne la clé d'une jouissance nouvelle, aidant la femme à dépasser l'attachement infantile qu'elle a connu avec sa mère. Cette figure masculine est à la fois un protecteur, comme le père, et un réconfort comme la mère. Il unit deux rôles essentiels en une seule entité, promettant ainsi une complétude inatteignable autrement. Ce rôle unifié n'est pas seulement une aspiration romantique, mais aussi un refuge pour l'ego. Le fantasme du prince charmant flatte l'idée que nous méritons une relation parfaite et transcendante, où tous les manques émotionnels seraient comblés. On pourrait parler, dans ce cadre, du complexe de Cendrillon, celle de la passivité déguisée. En 1981, Colette Dowling introduit le concept de complexe de Cendrillon, décrivant un schéma où certaines femmes s'enferment dans une attente passive, espérant qu'un tiers interviendra pour les sauver. C'est un peu la pensée magique de jouer au loto. Ce comportement découle de plusieurs croyances inconscientes. Le désir d'être prise en charge, la peur d'affronter seule les défis de la vie conduit ces femmes à rechercher un sauveur. Elles veulent être protégées et guidées, évitant ainsi les responsabilités associées à une autonomie réelle. Parle aussi d'une valeur conditionnée par le regard extérieur. Dans ce schéma, la reconnaissance de leur qualité dépend moins de leur propre réalisation que de la validation d'autrui. Le prince charmant devient le miroir qui reflète une image idéalisée d'elle-même. Et c'est un piège émotionnel subtilement construit. Le mythe du prince charmant, il est aussi dangereux qu'il est séduisant. En valorisant une attente romantique irréaliste, il piège les femmes dans une posture d'immobilité. Chaque déception ou échec ne fait qu'intensifier ce besoin de trouver une figure salvatrice. Pour les arnaqueurs, ce fantasme représente une opportunité en or. Ils incarnent cette projection idéale, souvent avec des mots soigneusement choisis et une stratégie millimétrée. Leurs compliments, leur attention, leur déclaration d'amour
comblent les manques émotionnels de leur victime, créant un attachement profond à une illusion. Mais alors pourquoi ce fantasme persiste-t-il? Eh bien ce fantasme il persiste parce qu'il offre un échappatoire psychologique face aux réalités de l'existence. Dans un monde où l'amour est souvent banal ou imparfait, croire en l'arrivée d'un sauveur parfait est un moyen de préserver l'illusion d'un bonheur absolu. Or, le bonheur absolu est en réalité une expression oxymorique. Le bonheur n'est jamais absolu. C'est parce que dans notre société, on confond le bonheur avec l'accumulation de nombreux événements heureux accumulés au maximum. Bref. Et pourtant, cette quête ne fait que renforcer un cycle de désillusion. Le prince charmant n'est pas un homme. Il est une idée, une projection. Au même titre, comme j'en parlais dans ma précédente vidéo, de la femme pure, vierge, sacralisée. C'est une figure façonnée pour répondre à des désirs inconscients, mais incapable de tenir ses promesses face à la complexité de la réalité. Dans ce mythe, la quête du sauveur devient un miroir cruel des insécurités humaines, où l'on attend d'autrui ce que l'on pourrait construire par soi-même. Et donc, on peut dire qu'il est très probable, au vu du type d'homme que recherche cette Anne, des hommes qui ont une valeur sur le marché des relations hommes-femmes infiniment supérieure à elle, quel est ce complexe du prince charmant. Et ce complexe du prince charmant, c'est une clé essentielle donc pour comprendre les dynamiques de ce type d'arnaque. Cette femme n'a pas seulement été la victime d'un manipulateur, mais aussi d'une illusion qu'elle nourrit depuis des années. Les schémas culturels et les désirs inconscients ont permis à ce mirage de prendre vie, l'enfermant dans une quête romantique impossible. Parlons désormais des techniques psychologiques employées, notamment la saturation émotionnelle. Le principe est simple. Dès le début de la relation, l'arnaqueur inonde la victime des messages d'amour, de compliments exagérés et d'attention constante. Il s'agit de créer une connexion émotionnelle intense et rapide dans l'illusion d'un amour exceptionnel. Alors, de ce que j'ai compris dans le cadre de ce scénario, ce n'était pas exactement ça. Il a été un peu plus subtil, en se faisant au début passer par la mère de Brad Pitt, etc. Mais il a sans doute utilisé cette technique relativement assez vite tout de même, une fois qu'ils étaient en lien direct. Et pourquoi ça marche? Parce que la victime, surtout si elles se sont isolées et dévalorisées, perçoit cette intention comme une validation de sa valeur. Ce bombardement émotionnel active le système de récompense dans le cerveau, générant des pics de dopamine qui rendent la relation addictive. Alors c'est sûr, vous allez me dire, si un prolo moche utilise le même système, ça va pas marcher. Bah oui, parce que pour que cet excès de compliments ait de la valeur, il faut que l'homme qui fasse ces compliments ait de la valeur aux yeux de cette femme. Et comment avoir de la valeur aux yeux d'une femme en incarnant une certaine rareté? Qu'est-ce qui est plus rare qu'un Brad Pitt? Donc il a sans doute dû dire des choses comme tu es la femme la plus magnifique et intelligente que j'ai jamais rencontrée, je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un d'autre, etc. Ensuite, on a le renforcement intermittent. Le jeu du chaud et du froid, alternant entre des périodes d'attention intense et des moments de distance ou d'absence. L'arnaqueur, il maintient la victime dans un état d'incertitude émotionnelle. Cela crée une dépendance affective car la victime cherche constamment à retrouver les moments de connexion. Et ça marche parce que c'est inspiré des mécanismes de conditionnement comportemental. Cette technique, elle exploite l'idée que des récompenses imprévisibles renforcent davantage l'attachement que des récompenses constantes. Et donc, après plusieurs jours de messages passionnés, souvent l'arnaqueur va disparaître soudainement, pour ensuite revenir avec une excuse touchante ou une déclaration encore plus intense. Ensuite, on a la théâtralisation de l'illusion de la rareté. Faire croire à une connexion unique. L'arnaqueur, il va faire croire à la victime qu'elle est exceptionnelle et qu'une connexion comme celle qu'il partage est extrêmement rare, voire unique. Cela donne à la victime un sentiment de privilège et renforce son attachement. Les humains, ils valorisent ce qui est perçu comme rare ou exclusif. Que ce soit dans les relations personnelles, mais on le voit bien aussi dans la consommation, dans l'économie. Une chose peut avoir une valeur intrinsèque très faible, mais une valeur marchande extrêmement élevée du simple fait de sa rareté. Et donc en psychologie, on parle de l'effet de rareté, qui pousse à accorder plus de valeur à quelque chose dès lors qu'il semble difficile à obtenir. Et en général d'ailleurs, pour continuer, les arnaqueurs exploitent les biais cognitifs pour renforcer les croyances de la victime, comme le biais de confirmation. La victime interprète tout ce que dit ou fait l'arnaqueur comme une preuve de sincérité. Le biais d'engagement. Plus la victime investit dans la relation temps, argent, émotion, plus il devient difficile pour elle de reconnaître qu'elle a été manipulée. Et ça, les arnaqueurs le savent très bien. Pour ça qu'en général, les demandes vont crescendo. On demande de plus en plus. On commence petit, on finit gros. Et le biais d'autorité. En se présentant comme une personne célèbre ou d'un statut élevé, l'arnaqueur exploite le respect ou l'admiration automatique qu'inspirent ces figures. En général, on a aussi la création d'un besoin urgent. Donc c'est la manipulation par la contrainte temporelle. Donc là, l'arnaqueur introduit un élément d'urgence dans la relation, souvent sous la forme d'un problème financier ou logistique. Cela force la victime à agir rapidement sans prendre le temps de réfléchir. Et donc la contrainte temporelle diminue la capacité de prise de décision rationnelle et pousse à agir sur le plan émotionnel. Donc là, c'était dans le cadre d'un pseudo-cancer, mais souvent, par exemple, ça va être je suis bloqué à l'aéroport sans accès à mes fonds, je vais rater un rendez-vous crucial pour nous, tu es la seule personne en qui j'ai confiance pour m'aider. Vous voyez ? C'est typiquement ce genre de choses. Ensuite, on a la personnalisation de la manipulation en comprenant les failles de la victime. Donc les arnaqueurs
adaptent leur discours et leur stratégie en fonction des besoins émotionnels et des failles psychologiques spécifiques de leur cible. Ils deviennent les miroirs idéaux des attentes et des désirs de leurs victimes. D'ailleurs, je le dis toujours dans mes vidéos sur la séduction, séduire, c'est avant tout répondre ou simuler les attentes de l'autre. Pour ça, en général, il faut de l'empathie, ce qui est assez paradoxal. Et donc ça marche très bien parce que lorsque quelqu'un répond exactement à nos attentes ou à nos insécurités, il devient difficile de ne pas y croire. Ça crée une illusion de connexion profonde et authentique. Par exemple, si la victime exprime des insécurités sur son âge ou sur son apparence, l'arnaqueur insistera sur combien cela la rend unique ou plus belle que toutes les autres jeunes femmes. Et enfin, il y a l'escalade progressive des demandes. Une technique insidieuse. Le principe, c'est que l'arnaqueur commence par les demandes mineures, comme je l'ai déjà dit, comme du temps ou de l'attention, avant de passer à des demandes plus importantes, comme de l'argent ou des informations personnelles. Chaque étape semble logique par rapport à la précédente. Il y a vraiment un roman qui est créé. Et donc la progression graduelle réduit la résistance de la victime, car elle s'habitue à dire oui. C'est une méthode souvent utilisée en vente, connue sous le nom du pied dans la porte. Donc par exemple, il pourrait dire tu pourras m'envoyer un peu d'argent pour régler ce petit problème, c'est temporaire, je te rembourserai dès que possible. Voilà. 5. Pourquoi les femmes âgées sont plus ciblées ? Comme vous le savez, j'ai beaucoup pratiqué la drague plus jeune, et très vite, par une espèce d'intelligence sociale qui est en moi, sans doute qu'elle est en moi parce que n'étant pas un playboy, n'est-ce pas, j'ai eu besoin de cette compétence pour séduire les femmes que je voulais séduire, et bien j'ai très vite compris que je devais agir bien différemment envers les femmes de plus de 35 ans. Et je crois que les brouteurs le comprennent très bien aussi. Développons ça. Donc les arnaques sentimentales, comme celles dont on parle ici, elles exploitent des vulnérabilités très spécifiques. Et dans le cas des femmes âgées, ces vulnérabilités sont souvent profondément ancrées dans des dynamiques psychologiques et sociales liées à l'attention masculine et au passage du temps. Déjà, on a la perte de l'attention masculine, qui est une grande faille émotionnelle à exploiter. C'est un espèce de changement brutal. Pendant une grande partie de leur vie, les femmes sont souvent au centre de l'attention masculine, en particulier si elles correspondent aux standards de beauté de leur époque. Compliments, regards admiratifs, interactions sociales valorisantes, invitations au restaurant, cadeaux, etc., etc. Ça fait partie de leur quotidien, comme si c'était quelque chose de normal, d'ordinaire. Et à un moment, ça s'arrête, et ça s'appelle un vide émotionnel. Avec l'âge, cette attention tend à diminuer, parfois brutalement. Et cela peut provoquer un sentiment de perte, de manque, voire une blessure narcissique. Car cette attention était perçue comme une validation de leur valeur, même inconsciemment. Les femmes âgées qui n'ont pas trouvé d'autres sources de reconnaissance peuvent être particulièrement sensibles à des interactions qui leur rappellent cette période de leur vie. Elles sont dans un manque fondamental d'attention masculine si elles n'ont pas comblé ce vide émotionnel par d'autres aspects de la vie, professionnelle, économique, intellectuelle, artistique. Et dans ce cadre, que ce soit dans la séduction ou dans les arnaques, ce qui est utilisé et très efficace, c'est la flatterie à outrance. C'est une arme redoutable pour séduire les femmes matures. Une stratégie qui doit être sur mesure par ailleurs. Contrairement aux jeunes femmes, qui sont souvent submergées par des compliments et des tentatives de séduction dans leur quotidien, en ligne et hors ligne, les femmes plus âgées reçoivent beaucoup moins d'attention de ce type. Et cela rend les compliments, même exagérés, particulièrement puissants, car ils comblent un vide affectif. Et surtout, étant plus rares, ils ont beaucoup plus de valeur. Justement, la rareté, elle décuple la valeur du compliment. Une femme mûre, peu habituée à recevoir des éloges depuis plusieurs années, sera plus encline à croire à la sincérité de ses flatteries, même si elles sont manifestement excessives. Ce que la jeunesse prend pour acquis, la maturité l'accueille comme un trésor. Et donc, ils vont construire un miroir idéal. Les arnaqueurs construisent un discours où ils valorisent la femme non seulement par son apparence, mais pour sa personnalité, son intelligence ou son élégance intemporelle. Ce type de flatterie personnalisée renforce l'idée qu'elle est spéciale et unique, la rendant plus vulnérable à la manipulation. Et donc c'est un vrai contraste avec les jeunes femmes, qui sont en abondance de validation. Les jeunes femmes, elles sont saturées de compliments. Elles évoluent dans un environnement où la validation sociale et sexuelle est omniprésente. Entre les réseaux sociaux, les rencontres en ligne, les interactions dans la vie quotidienne, elles reçoivent des dizaines, voire des centaines de signes d'intérêt masculin. Et donc, elles font preuve d'un ciblage plus sévère. Cette surabondance pousse les jeunes femmes à devenir plus sélectives face aux compliments. Elles apprennent à repérer les flatteries sincères et les tentatives superficielles, rendant la manipulation purement flatteuse moins efficace. Et donc, dans ce cadre, avec les femmes matures, le rôle de l'arnaqueur, c'est d'être un sculpteur des fantasmes. Il crée l'illusion d'un admirateur parfait. Pour une femme mûre, recevoir des messages d'un homme plus jeune ou d'un individu charismatique, comme l'image d'un Brad Pitt, réveille des fantasmes refoulés. L'arnaqueur joue sur cette corde sensible en projetant une image d'homme captivé par sa beauté, son expérience et sa singularité. Il offre un rêve sur mesure. Ces flatteries ne sont pas génériques, elles sont soigneusement adaptées à la cible. On lui fait croire qu'elle est désirable précisément à cause de son âge et de ce qu'il symbolise. Une femme mûre
pleine de charme et d'élégance, qui peut encore inspirer un désir profond. Et ça marche terriblement bien, car ça répond au besoin de réassurance. La perte de l'attention masculine, avec l'âge, peut créer un besoin inconscient de valider sa valeur personnelle. Les arnaqueurs exploitent ce besoin en construisant un récit flatteur où la victime est placée au centre d'un univers romantique idéalisé. Et ça amène à une confiance exacerbée par l'ego. Une femme qui n'a pas eu de validation depuis longtemps peut être plus encline à accepter cette attention comme sincère, car cela nourrit une image positive d'elle-même qu'elle croyait éteinte. D'ailleurs, regardez bien dans sa vidéo réaction, elle appuie bien d'elle-même sur cet aspect. Elle parle, il me semble, des mots que même mon mari ne m'a jamais dit. Et c'est un piège émotionnel. Chaque message de l'arnaqueur devient un ancrage émotionnel, renforçant l'attachement et rendant la dissonance cognitive encore plus insupportable. Bref, finissons en parlant des leçons à tirer de tout cela. Déjà, au fur et à mesure de cette vidéo, vous comprenez bien que l'ego faible est un piège. Ne tombez surtout pas là-dedans. Ayez la force de regarder la réalité telle qu'elle est. Ne vous faites pas d'illusions sur votre propre valeur. Essayez d'augmenter votre valeur, que ce soit par l'intelligence, par l'économique, par la beauté. Évidemment que tout s'améliore. Mais ne vous faites pas d'illusions sur votre valeur réelle. C'est le meilleur moyen d'à la fois d'être déçu et de se faire avoir. Et là, je vais m'adresser également aux hommes. Aux hommes car l'ego faible est votre pire ennemi dans le cadre de la séduction. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où vous avez raté des femmes extraordinaires par peur de blesser votre petit ego fragile lorsque la possibilité du non, du refus, vous a terrifié. J'en parle dans une vidéo, accepter le refus, le secret ultime pour séduire, que je vous invite vraiment à consulter. Vous devez vous libérer de la prison de l'ego faible qui vous empêche d'assumer la dure réalité qui parfois se transcrit par des refus de la gente féminine. Mais sans faire face à ces refus, vous ne pouvez pas avoir le choix de la copine ou de la femme que vous allez choisir. Vous allez devoir choisir entre le petit nombre de femmes qui apparaissent dans votre vie par hasard, au travail, grâce à des rencontres entre amis. Mais le seul moyen pour un homme d'avoir vraiment le choix de sa future femme, c'est en allant accoster, draguer le maximum de femmes. Et vous pouvez être l'homme le plus beau du monde, le plus riche, le plus intelligent. Vous allez forcément vous prendre des refus. Et parfois, c'est pour des causes exogènes. Peut-être qu'elle a un copain. Peut-être qu'elle est dans sa période prémenstruelle. Peut-être qu'elle est trop timide pour accepter une rencontre comme ça, hors d'un cadre officiel. Il y a des milliards de raisons qui font que vous allez prendre des refus. Peut-être la pression sociale parce qu'elle est avec des amis. Mais vous êtes obligé de passer par là pour avoir des contacts avec un maximum de femmes. Et grâce à la quantité de femmes auxquelles vous avez potentiellement accès, vous aurez cette chance ultime qui est très importante dans la réussite de la vie d'un homme, qui est d'avoir le choix de la femme qu'il choisira plutôt que d'en prendre une par dépit, ce qui est le cas de la plupart des hommes malheureusement. Vous devez absolument vous confronter à ça. Ceci étant dit, j'aimerais faire aussi une autre digression. Je vois toute une partie des gens faire preuve d'énormément d'empathie envers cette femme et je ne trouve pas ça mal en soi, mais j'aimerais faire une petite digression à ce sujet tout de même. En effet, je remarque que la société a tendance à beaucoup déresponsabiliser les femmes. Et moi, comme je respecte beaucoup les femmes, je n'ai pas tendance à les déresponsabiliser, d'accord? Pour moi, une femme est un individu comme un autre, évidemment. Et bizarrement, ça n'embête personne que plein d'hommes se fassent arnaquer sans que cela ne pose aucun problème, notamment sur OnlyFans, où lorsque des hommes dépensent des sommes parfois à 4 chiffres pour avoir une vidéo, ils ont en fait affaire à un Indien. C'est-à-dire que la fille sur OnlyFans est gérée par une agence. Cette agence engage des Indiens qui font ce qu'on appelle le chatting, c'est-à-dire qu'ils conversent avec les clients, et les clients hommes dépensent des sommes folles en pensant parler directement avec la fille en question. Alors en fait, c'est littéralement la même arnaque légalisée. On dit toujours que les femmes sont pleines d'empathie, mais en fait, la société est surtout ultra empathique envers les femmes et nullement envers les hommes. Comme le monde, par exemple, la plupart des décisions de justice, ou l'exemple que je viens de donner, où ça ne pose absolument aucun problème que des milliers d'hommes se fassent arnaquer sur OnlyFans. Mais bref, grâce à cette analyse, vous comprenez maintenant à la fois de nombreux mécanismes de manipulation et également les personnes les plus aptes à être manipulées. Et c'est quand même très important d'avoir ce discernement pour exceller dans ses relations sociales. Quand je parle de relations sociales, je parle beaucoup de, vous savez, des relations pas très profondes. Vous voyez, par exemple, lors d'un flirt, c'est-à-dire au début de la phase de la séduction, au travail. Donc, le travail, ce ne sont pas nos amis. Voilà, hein, c'est vraiment dans ce cadre-là. Et je pense que c'est très important d'être averti sur tout cela. Et je vous invite vraiment à toujours éviter la moquerie vide face à ce genre d'histoire, l'histoire d'Anne, et de plutôt élever le niveau en essayant toujours d'analyser en profondeur les mécanismes psychologiques qui agissent pour aboutir à ce type de situation incroyable. Je crois qu'on peut finir là-dessus. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de m'appeler dans le lien en description et épinglé en commentaire. Cette vidéo est un peu différente des autres. Dites-moi si elle vous a plu en commentaire. Bref, c'était les Chroniques du Lion. À la prochaine.